Merci, merci d'être là. Alors, oui, c'est vrai, quel est le titre de la soirée? Ambition altruiste et réussite sociétale. Un jour, enfin une entreprise, importante m'a posé un jour la question en me disant: «Comment se fait-il que les anciennes générations géraient admirablement bien tous nos chantiers, tous nos projets, et il y avait une espèce de fraternité, de dynamique qui existait, et puis que les nouvelles générations qui sortent de Polytechnique Montréal ou de grandes écoles européennes, et cetera, ils n'y arrivent pas. Donc là-dessus, j'ai déclenché pour eux toute une étude sur ce qu'on appelle le leadership. Et j'ai la chance d'avoir un mentor, père spirituel, qui a été pendant toute sa carrière, enfin il a 20 ans de plus que moi, il a été pendant toute sa carrière, il a été l'éminence grise de très grands patrons européens. Et lorsque je lui ai posé la question en lui disant: «Bah, c'est quoi le leadership?» Évidemment, lui, sa version des choses n'était pas tout à fait la même que celle qu'on nous livre à l'heure actuelle. Et derrière cette notion de leadership, on a découvert une chose, c'est que les vrais leaders, en fait, ils ont des moteurs neuropsychologiques, dont un, dont je vous parle ce soir, qui est l'ambition altruiste. C'est-à-dire, ils ont de l'ambition, ouais, mais ils intègrent l'autre dans leurs ambitions parce qu'ils savent que sans les autres, on ne peut rien faire, on ne peut rien changer, on ne peut pas, entre guillemets, réussir. Que ce soit au niveau politique, entreprise, organisation caritative, etc., on ne peut rien faire sans les autres. C'est la base d'un fonctionnement. Donc on a fait pas mal de recherches, et notamment, évidemment, on s'est inspiré des écoles d'Athènes, des écoles de Sparte, des écoles de Rome, toute l'Antiquité qui nous a livré, où on s'est demandé aussi pourquoi, à cette époque-là, il y avait des leaders inconnus, des leaders connus, etc., etc. Et parmi toutes les études que nous avons faites, il y avait un leader qui était en fait un peu l'enfant chéri de mon mentor, leader romain, 238 avant Jésus-Christ, Scipion l'Africain. Peut-être que certains d'entre vous en ont entendu parler dans leurs études. Alors on a étudié Scipion l'Africain, sa façon de penser, sa façon d'agir, sa façon de voir les choses, etc., pour voir comment il fonctionnait. Alors on en a étudié plein d'autres, je vais vous les montrer. Lorsqu'on a terminé cette étude, notre ami Steve Jobs est décédé, est paru, parce que comme il a organisé son départ, sa biographie est sortie, je crois, 8 jours après son décès. Et on s'est aperçu qu'en fait, il y avait énormément de similitudes entre Scipion l'Africain, qui a participé à la création d'un empire, et Steve Jobs. Donc on s'est dit, il y a donc une façon de faire, une façon de penser, une façon d'agir, et à partir de là, avec un certain nombre de scientifiques, psychologues, neurologues, etc., nous avons modélisé. Et voilà tout ce que je vais vous livrer ce soir à partir de cette étude. Donc je l'ai mise en place avec différents collègues dans quelques entreprises, et je l'utilise aussi beaucoup dans mes coachings pour aider les gens justement à comprendre comment réussir. Tu as beau avoir le plus beau produit du monde, le plus beau service du monde, si tu ne prends pas en compte la dynamique humaine et le management pour développer, ça peut foirer en 2 temps 3 mouvements. On a appelé ça la symbiocratie. C'est un néologisme, c'est quelque chose que j'ai créé. Pourquoi? C'est le kratos grec, qui signifie le pouvoir qu'on nous donne, et non pas le pouvoir que l'on prend, et la symbiose. La symbiose dans la nature, je pense que vous savez tous ce que c'est. Eh bien, en fait, la nature, il peut y avoir des volcans qui explosent ou des bombes atomiques parfois qui sautent dans certains coins. La nature reprend toujours le dessus. Comment? Par notamment le phénomène de symbiose. Et c'est ce que nous avons oublié d'utiliser dans nos vies de tous les jours, c'est ce foutu phénomène de symbiose. Donc la symbiose, en fait, c'est quoi? Ça, c'est le pluvian. Le pluvian est un animal, oiseau, qui nettoie les dents du crocodile. Et il n'a pas peur. Et le crocodile, qui a peut-être très envie de l'avaler, sait
il sait qu'il a besoin de cet oiseau. C'est juste pour démontrer que souvent, nous avons des croyances ou des convictions et des peurs qui fait que nous ne sommes pas en symbiose. Et c'est fondé sur une chose qui est très simple dans la nature, c'est « je sais que tu sais que je sais que tu sais ». Je sais que tu sais que je suis là pour te nettoyer les dents, mais que si tu me manges, tous mes copains pluvians ne viendront plus te nettoyer les dents. Et donc ça, je sais que tu le sais. Et le crocodile, il sait que s'il mange le pluvian, bah, tous les copains viendront plus lui nettoyer les dents. Alors c'est tentant, mais on ne se bouffera pas les uns les autres, ce que l'humain a oublié, je pense, assez souvent, de faire. Ça, c'est de mon point de vue la situation actuelle. Ou tout du moins, c'est ce vers quoi nous allons. Et pourquoi? Parce qu'effectivement, nous ne sommes pas en symbiose. Quand on étudie l'histoire, on s'aperçoit qu'en fait, ce que nous sommes en train de vivre, c'est que ce n'est jamais qu'une révolution de plus, et que cette révolution, il y en a eu d'autres, et que l'humanité a toujours survécu. Ce qui est quand même, pour moi, mon message d'espoir pour ce soir. Et la plus grande époque qui nous démontre et qui nous apporte des preuves, c'est la Renaissance, pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui. À l'époque de la Renaissance, il y a eu un véritable chamboulement. J'en ai retenu que deux essentiels, c'est Gutenberg. Eh bien, Gutenberg, c'est l'Internet d'aujourd'hui. Gutenberg a fait que les penseurs, les philosophes, les artistes pouvaient communiquer et le savoir s'est mis à se répandre au niveau de la planète. Ce qui a fait beaucoup évoluer les modes de pensée et surtout les modes de compréhension. Parce qu'on était beaucoup dans la tradition orale. Et puis il y a eu une deuxième révolution, c'est Leibniz. Et Leibniz, 1647, c'est l'invention des algorithmes. Deuxième compréhension que nous avons eue, c'est que, en fait, qu'est-ce qui fait qu'il y a des gens qui trouvent des solutions? Qu'est-ce qui fait qu'il y a des gens qui s'adaptent en permanence à travers tous les chaos? En fait, on s'est rendu compte, et ce n'est pas un problème de milieu social ou d'origine sociale, etc. Ce sont des gens, alors pour l'époque de la Renaissance, qui ne sont pas... Les philosophes, par exemple, n'étaient pas que philosophes. Ils étaient médecins, ils étaient herboristes, biologistes, mathématiciens. Ça veut dire qu'ils travaillaient sur plusieurs matières en même temps, et le cerveau ayant cette capacité extraordinaire de réunir de l'information et de créer, ils ont des eureka qui arrivent, et on se dit, mais comment ils ont trouvé ça? Ils font travailler leur cerveau sur plusieurs matières en même temps. Et on retrouve ce phénomène-là aujourd'hui chez des gens qui sont beaucoup plus en difficulté dans les pays pauvres. Donc pas des gens qui ont forcément énormément de diplômes, mais des gens qui sont confrontés à différentes matières, à différents sujets, et qui sont obligés de les creuser pour comprendre et trouver des solutions. On a donc parmi aujourd'hui des gens qui font beaucoup plus de développement informatique, notamment l'école 42 dont on parle beaucoup, qui s'est installée à Lausanne, mais il y en a une à Paris, etc. Et on s'est aperçu que les jeunes qui viennent de milieux défavorisés, mais qui étaient en situation de survie permanente pendant des années, sont beaucoup plus adaptés à faire du codage, du développement, à comprendre, à créer et à oser aller plus loin et à franchir les codes que ceux qui ont fait Polytechnique pendant 15 ans et qui sont dans une logique et qui ne comprennent pas qu'il faut sortir de certaines logiques pour pouvoir créer autre chose. Ça veut dire qu'on a tous une utilité. Et c'est parce qu'on se mettra en symbiose, et c'est un peu ce que certains appellent l'intelligence collective ou le cerveau collectif, avec toutes nos différences, toutes nos richesses, toutes nos capacités, tous nos centres d'intérêt, complètement différents les uns des autres, qu'on va commencer à créer quelque chose de nouveau. Mais tant qu'on jouera tout seul dans notre cour à vouloir changer les choses, il ne se passera rien, et il ne se passera rien si on reste derrière nos écrans.
C'est pour ça d'ailleurs qu'on a mis en place ces conférences-là, pour qu'on puisse échanger, brasser, voir du monde, et puis qu'on puisse, de temps en temps, autour d'une table, autour d'un sujet, se dire « et si on faisait bouger les lignes ?» Et que chacun ose exprimer ça à sa façon, et non pas, selon les fameuses expériences de Milgram et compagnie, faire comme les autres. « Ouais, mais si je dis ça, je vais avoir l'air stupide. » Mais non, il n'y a pas de stupidité, et au contraire, ce qui est intéressant, c'est de dire les choses différemment des autres, c'est de les voir différemment des autres, c'est de les expliquer pour qu'on comprenne d'abord comment les autres fonctionnent, mais comment, ensemble, on pourrait peut-être faire quelque chose. Et alors, ce qui se passe, c'est comme un bouillon de culture, c'est qu'on repart de la réunion en se disant ouais, bah, il ne s'est rien passé. Non, 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 il s'est passé plein de choses. On a emmagasiné de l'information, puis peut-être que dans 8 jours, dans 15 jours, dans 3 semaines, on va avoir une idée. Et à ce moment-là, on va pouvoir avancer. Il y a des cerveaux qui tournent plus ou moins vite, c'est pas grave, mais on va pouvoir justement commencer à construire autre chose différemment. Aujourd'hui, nous sommes dans ce que j'appelle la 4e révolution humaine. J'avais dit que la Renaissance, c'était la 3e. Avant, il y avait eu la parole, et puis il y avait eu l'écriture cunéiforme, etc. Donc on a eu des étapes qui ont été plus ou moins longues. Là, aujourd'hui, ça va très vite, très vite. Et ce qui s'est passé au niveau de la réunion technologique, c'est qu'en fait, à partir de ce moment-là, il y a d'autres facteurs politiques, sociologiques, etc., avec toujours des gens qui s'approprient la technologie, le pouvoir, pour pouvoir diriger les opérations. Dans les travaux qu'on a faits, on a regardé aussi qu'est-ce qui a fait la chute de Rome, la chute de l'Égypte, la chute de la Grèce, la chute de l'Éthiopie, la chute de la Chine, etc. Et à chaque fois, on s'aperçoit qu'il y a eu un moment où il y a eu un progrès technologique, des gens qui se le sont accaparés, exactement comme à la Renaissance, c'était les riches qui ont financé tous ceux qui faisaient de la recherche, qui étaient les sponsors, en fait, comme on dit aujourd'hui, de tous ces gens-là, et qui se sont accaparés les brevets, l'exploitation, que ce soit à partir de la poudre à canon ou d'autres choses comme ça. Ils ont récupéré la possibilité de faire de l'argent et de s'enrichir. Sauf que là, aujourd'hui, c'est devenu mondial, et cette révolution mondiale, elle est donc prise en main par un certain nombre de gens qui veulent augmenter leur pouvoir et leur richesse. Mais ils ont oublié une chose, c'est que sans l'humain, ils ne feront rien. Si demain matin, on décide tous, imaginez que demain matin, on soit tous en symbiose, et qu'on décide demain matin qu'on ne va plus travailler. Tout simplement. Tout simplement. Une journée. 8 millions de personnes qui refusent de bouger de chez eux pendant une journée, en disant vous changez de politique ou sinon on continue. Voilà. Le problème, c'est qu'il faudrait être tous en symbiose. Voilà. On l'a déjà fait avec les stations d'essence il y a plusieurs années. Oui, à un certain moment, il y avait des directives, on va que chez BP, après que chez C'est ça, ouais. Et ça... Calmer le jeu, c'est ça. Exact. Chaque évolution, en fait, et là, c'est ce qui se passe en ce moment, le cerveau se transforme. Notre cerveau est plastique. Vous le savez sans doute parce que vous vous intéressez à toutes ces sciences-là. Notre cerveau est plastique et notre cerveau, donc, s'adapte en permanence. Et quels sont ceux parmi vous qui se souviennent des 10 numéros de téléphone qu'on avait par cœur en tête il y a 20 ans? C'est pour vous dire que notre mémoire individuelle, quels sont ceux qui, lorsqu'ils lisent des livres, ont cette fabuleuse chance de les mémoriser? Pourquoi? Parce qu'on est sur Internet, on regarde des vidéos, on a l'image qui nous impacte, on a l'émotion qui nous prend, mais c'est une image qui est fabriquée, et donc on n'a plus cette capacité, lorsqu'on lisait un livre, de créer nos images, de créer notre film. On développe aussi d'autres capacités, parce que le cerveau s'adapte. Et c'est tout ça qu'il faut prendre en considération, de façon à prendre les choses en main. Donc, 1984, c'est bizarre, hein? Ça correspond au titre d'un livre et au lancement du Macintosh. 1984. Et c'était quoi le slogan? Think different. 1994. Au CERN, l'Internet.
Vous vous rendez compte que ça fait même pas 30 ans. La vitesse à laquelle les choses se sont mises en place. 2 éléments essentiels qui font notre vie aujourd'hui, c'est l'électricité et les algorithmes. Donc quand on entend dire qu'ils vont nous couper l'électricité, marrez-vous doucement, sans électricité, ils ne peuvent plus nous contrôler. Sans électricité, on n'a plus de téléphone. Sans téléphone, ils ne nous contrôlent pas. Donc, oui, il n'y a plus d'Internet, il n'y a plus rien. Donc, or, tout leur pouvoir repose là-dessus. Donc, il faut relativiser les choses. Qu'est-ce qui se passe? En fait, on a changé sur le plan mental et comportemental. On a changé nos habitudes. Pour des petits mots, pour converser avec nos enfants, pour etc., etc., on n'écrit quasiment plus. On est donc rentré dans un nouveau processus. Et ce qui s'est passé, c'est que nous, citoyens, nous n'avons pas anticipé sur l'évolution des règles et des lois. Et nous sommes restés sur des règles et des lois anciennes, qui sont plus adaptées, et que on nous empile des nouvelles lois et des nouvelles règles qui font référence au passé et qui ne sont pas, en fait, à faire référence à l'avenir. Et notre enjeu aujourd'hui, c'est d'éliminer un certain nombre de lois et de créer des lois pour l'avenir, pour autoriser, pour ouvrir des portes, et non pas des lois qui soient restrictives, liberticides. Et c'est tout le changement de paradigme dans lequel on doit rentrer. Ça ne va pas être simple. Qui possède mes datas? Qui possède mes informations? Parce que c'est ça le pouvoir aujourd'hui. On est vraiment dans une époque où il va falloir rentrer dans quelque chose de disruptif. Arrêtons de penser comme ça se passait autrefois, arrêtons de penser comme les autres qui veulent diriger pensent, essayons d'imaginer quelque chose de différent. Parce que l'ancien modèle social, il est là, ok, et il est mort. Il est tellement complexifié pour tout contrôler, tout manager, que ça ne peut pas fonctionner. Les grands leaders de toutes les époques, il y avait un seul mot qui faisait que c'était simple, c'était la confiance. Et la confiance, c'est vraiment la clé de voûte du système. Et ce que je vais vous livrer dans la méthode, et vous allez voir, c'est d'une simplicité, je n'allais pas dire biblique, parce que la Bible, c'est pas forcément simple de tous les jours, mais comment? Oui, mais vous allez voir que la première chose à faire, c'est de créer cette confiance. Sans la confiance, on ne pourra jamais changer les choses. Et la confiance, c'est pas un concept, c'est un comportement. Alors, l'algorithme de l'échec, c'est que pendant des années, on nous a dit il faut savoir par cœur, pour avoir des diplômes. Si tu as des diplômes, tu auras du pouvoir et tu auras de l'argent. Albert Jacquard, dans ses travaux de recherche, s'est aperçu qu'en fait, les gens les plus diplômés sont les plus obéissants et les moins créatifs. Qu'est-ce qui se passe dans les écoles? Au bout de 4, 5 ans, 6 ans, on repère ceux qui savent tout par cœur, donc ils ont répondu aux bonnes questions, ils sont sortis majors, mais on sait que s'ils rentrent dans une entreprise, ils obéiront aux ordres qu'on leur donnera. Par contre, un HP autodidacte, au potentiel un peu allumé, alors lui, il dérange et on va automatiquement le mettre sur la touche ou voir le dégager. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas remettre le système en cause. Mais en ce moment, si on ne le remet pas en cause, eh ben, on va peut-être avoir des problèmes, on va vivre une autre révolution. Alors, on a regardé un certain nombre de personnes. Alors, je vais prendre Steve Jobs, parce que Steve Jobs, il y en a certains qui ne le supportent pas. Et c'est vrai qu'à la fin de sa vie, il avait un peu pété un câble parce qu'il était devenu riche, célèbre, peut-être prétentieux, etc., etc. Sauf que, au départ, son ambition altruiste, c'était quoi? Que chaque foyer ait un ordinateur, que ce soit simple, facile, intuitif et esthétique. Et là-dessus, il a réussi. Et ça a donné Apple. C'est juste pour vous démontrer que ces foutues ambitions altruistes, aussi, ce sont des pensées simples. Hein. Donc, voilà une galerie de portraits de gens. Et quand vous lisez, ça c'est un des premiers concepts, quand on lit des biographies,
L'histoire est magnifique, c'est merveilleux, mais posez-vous la question, comment il fonctionne? Comment il pense? Quelle est son ambition? Où est-ce qu'il veut aller? Comment? Quelle est sa relation avec les autres? Et c'est dans les biographies que vous allez trouver toutes ces réponses-là, et notamment chez des gens qui ont des réussites. Tous ces gens-là commencent par faire confiance. Mais attention, il n'y a pas de confiance sans contrôle. On est d'accord. Mais la confiance est un des mots-clés si on veut changer les choses. Alors, le processus, il est simple. Si vous voulez former des équipes, si vous voulez qu'on change les choses ensemble, il va falloir qu'on partage une chose, c'est notre culture. Nous avons tous des cultures, des origines, des convictions, des passions différentes. Si on ne partage pas ça au départ, on ne peut pas se comprendre, on ne peut pas savoir qui nous sommes. Et combien de fois je vois des groupes s'organiser pour se protéger, pour faire du bio, pour même des startups, etc., simplement parce qu'il y en a un qui sait faire un truc, un autre qui sait faire un troisième truc, et un troisième qui a aussi un autre compétence technique. Mais moi, je m'en fous de la compétence technique. Si au niveau humain, ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionnera pas. Donc, je peux aller chercher les ingénieurs les plus brillants. Si sur le plan humain, ça ne fonctionne pas, moi, j'ai vu des ingénieurs sortir de grandes écoles, arriver quasiment avec 1 ou 2 ans à peine au niveau subalterne, devenir manager et foutre en l'air des services entiers, où les meilleurs ont démissionné, tellement le management était pourri. Si on veut monter des groupes, si on veut monter des équipes, cette notion de culture est fondamentale. Partageons, commençons par partager nos cultures. Je viens d'où? Je suis qui? Qu'est-ce qui me passionne? Quel est le bouquin qui m'a, ou le film, qui m'a impacté dans la vie? Pourquoi? Et chacun doit apprendre à se présenter. Il y a un livre auquel je fais référence dans toutes mes conférences, c'est Le pouvoir de la vulnérabilité de Brené Brown. Je pourrais vous donner les coordonnées après. Et qui explique très très bien, c'est une chercheuse aussi en sciences sociales américaine, qu'elle a compris le jour où elle a commencé à se livrer, à parler d'elle, qu'en fait elle induisait le comportement des autres et que les autres se mettaient à l'apprécier au-delà de tout son côté scientifique. Et donc que ça donnait une valeur à toutes ces recherches scientifiques. Une fois qu'on a partagé ça, c'est pour ça que ça prend du temps de construire cette confiance, ça prend du temps de monter des groupes ensemble, et c'est pour ça que très souvent on dit « Ah ouais, il y a une idée, ok, très bien ». Alors on démarre, pouf, puis il ne se passe rien, puis ça n'enclenche pas, et puis ceux sur qui on comptait disent « Ah oui, mais moi j'attendais que tu me dises, ah oui, mais moi j'attendais que tu me dises, ah », et ça avance pas. Et des groupes comme ça, il y en a des centaines en ce moment, qui n'avancent pas. Et à chaque fois que j'en rencontre et que je leur explique qu'il faut commencer par se comprendre et se connaître, j'ai bien dit se comprendre, sinon on n'arrivera à rien, ils disent « Ah oui, mais c'est une perte de temps ». En fait, combien de temps on a perdu? On n'a rien fait et pas avancé. Cette notion de culture, elle est fondamentale. Ça va nous permettre de créer une culture commune. Ça va nous permettre de définir le résultat auquel nous voulons arriver et comment on va y arriver et avec qui. Si on ne fait pas ça, on rêve debout. Une fois qu'on a cette culture, on va pouvoir travailler ensemble sur notre ambition altruiste. On a une ambition. Je peux vous assurer que il y a des gens qui, le mot ambition et altruiste, pour eux c'est une dissonance cognitive. Nous avons le droit d'être ambitieux et altruiste. L'altruisme, c'est d'intégrer l'autre dans notre vie. Pour moi, c'est notre définition telle que nous l'avons construite pour ce modèle. Et c'est ça qui est intéressant, parce qu'on va voir des gens qui ont des ambitions de changer les choses et qui passent à l'action. Et on peut mettre un mot dessus.
c'est de dire qu'il a une ambition altruiste. Et quand on met un mot sur quelque chose, en fait, on le concrétise. Hein. Le verbe s'est fait chair. Une fois qu'on a partagé nos cultures, partagé nos convictions, partagé nos passions, on dit, OK, grâce à toute cette richesse qui est chez les uns et chez les autres, qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce qu'on veut changer? En quoi nous pouvons t'aider? Et ça, c'est le facteur clé des grands leaders. Les grands leaders, ce sont des gens qui demandent de l'aide. Ce ne sont pas des gens qui savent et qui imposent leur savoir. Ce sont des gens qui demandent de l'aide. Ça, c'est une clé. On fera bouger les choses quand on arrivera à se mettre en symbiose grâce à ces facteurs culturels et qu'on osera demander de l'aide. Et pour encadrer le système et avoir des règles de fonctionnement, on va s'appuyer sur les valeurs humanistes. Une valeur humaniste, c'est un comportement. C'est-à-dire que je peux dire je suis quelqu'un d'honnête, je peux dire que je veux la transparence, je veux le partage, et bien maintenant je vous demande de regarder si dans ma vie de tous les jours, je suis transparent, honnête et je partage. Sinon, c'est du pipeau. C'est aussi simple que ça. Mais une valeur, c'est un polysème, c'est-à-dire c'est un mot qui a plusieurs sens. Il en a notamment deux. Il y a les valeurs humanistes et les valeurs matérielles. Et on va s'apercevoir que les valeurs humanistes nous mènent à un résultat qui se mesure avec des valeurs matérielles. C'est-à-dire que si je n'ai pas les bonnes valeurs, je n'aurai pas le résultat matériel. Et si je veux rentrer dans un monde différent ou construire un monde nouveau, ben je vais peut-être être obligé de changer de valeur ou de revoir mes valeurs ou de les faire évoluer. Sinon, je reste sur les anciennes. Et c'est à partir de là que le tri commence à se faire. Et à ce moment-là, on s'aperçoit que le manager doit manager les valeurs. Et on s'aperçoit que quand un manager manage les valeurs, les résultats de l'entreprise augmentent. Et que ce n'est pas le processus qui fait augmenter le résultat. C'est-à-dire que l'éveil qui s'opère en ce moment au niveau quasiment mondial, mais en tous les cas européen, tout le monde ne le décode pas, mais ils vivent le malaise, ils se disent c'est foutu de notre gueule, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Et ça contribue justement à faire s'éveiller les gens. Cette incohérence. La cohérence dans les valeurs, c'est une notion fondamentale. Donc vous voyez, c'est pas très compliqué à mettre en place, mais ça demande de parler vrai, de parler franc, de se mettre autour de la table. Grâce à la première partie, culture, passion, échange, on a réussi à pouvoir se dire des choses et à pouvoir prévenir qu'on se permettra de dire des choses. Pas pour blesser les gens, pour faire évoluer le groupe et pour faire évoluer la dynamique de groupe. Ça veut dire une maturité sur le plan émotionnel qu'on va augmenter. Ça fait partie des atouts pour pouvoir réussir à transformer les choses et à créer des organisations aussi bien caritatives que mercantiles, hein, qui fonctionnent. Une fois qu'on a fait tout ça, normalement, on a un discours et une attitude qui correspond à tout ce qu'on vient de voir. On est fier, on est capable, on est aligné, et il y a ce phénomène d'appartenance qui est vrai. Et donc, on commence à avoir des portes qui s'ouvrent et à attirer du monde. Et là, on développe un leadership de groupe ou individuel qui font que les gens viennent vers nous. Notre boulot, c'est de les amener à fonctionner comme nous. Et là, on va commencer c'est le phénomène de la boule de neige. Là, on va commencer à avoir des choses qui se passent. Alors, on va mesurer le résultat de tout ça par des résultats humains et matériels. Parce que vous soyez une association caritative ou une entreprise, vous avez besoin d'argent pour fonctionner. Que ce soit l'ancien monde ou le nouveau monde, il faudra ce qu'on appelle une monnaie de fonctionnement. Que ce soit des francs suisses ou des éléments ou X ou Y, on s'en fout. Il faudra une monnaie de fonctionnement. Mais résultat humain, ça veut dire qu'on attire des gens spontanément. C'est ta relation à l'autre qui fait que tu te développes. Donc à partir du moment où tu as bien travaillé tout ça, tes valeurs, etc., et que c'est cohérent, et que tu as la posture, et que tu as le discours,
Les gens, ils viennent vers toi. Il y a une confiance qui se dégage. Donc cohérence et confiance, ce sont vraiment les choses qui vont permettre d'être développées avec ce modèle. Tant qu'on n'est pas là, on ne peut pas fonctionner. Si par exemple on monte un groupe pour changer les choses, il faut qu'on soit en confiance totale les uns avec les autres. Il faut qu'on soit tous cohérents dans nos discours et nos comportements. Il faut que les gens sentent qu'on est soudés. C'est une équipe de rugby, hein, plus qu'une équipe de foot. Foot, tu fais des équipes avec quelques milliards. Dans le rugby, c'est pas pareil. Là, il y a vraiment une solidarité entre joueurs qui est assez... C'est vraiment une solidarité prenante. Et c'est ça, ce à quoi on doit arriver. Donc ça demande de la répétition. Le match, il dure 1h30. Mais combien d'heures de répétition ils font? Si vous ne faites pas ça au départ, vous n'aurez pas le résultat à l'arrivée. Tout ça, c'est ce que le Nouveau Monde nous dit. Ce sont des datas, ce sont des données, c'est de l'information. Mais quand on se rencontre, on ne met pas ça sur un ordinateur. L'intelligence collective, elle n'est pas dans la machine. Une fois qu'on a fait ça, on peut créer des flux et des interactions en toute confiance et en toute cohérence. On sait à qui on a affaire. On sait sur qui on peut se reposer. Que ce soit pour une entreprise, même tout seul. Si tu me poses la question, est-ce que c'est valable pour un travailleur autonome, un travailleur indépendant? Ben oui, parce que comment je développe mon business? Si ma posture, si ma culture, qui doit être riche, parce que je m'adresse à des gens qui ont aussi une culture scientifique, qui ont aussi un bagage, il faut qu'ils aient confiance en moi, que je sois cohérent, et que les gens qui m'envoient, quand ils vont le revoir, disent « bravo, c'est super ». Donc ce travail-là va me permettre justement de développer tout ça. L'ambition altruiste, c'est vraiment d'intégrer l'autre. Qu'est-ce que je peux faire pour l'autre? À quoi je sers? Okay? En quoi mon talent peut servir à l'autre? Et quand je parle de talent, je parle de compétences non techniques. Des choses que j'aime faire naturellement. Chacun va faire en fonction de ses compétences non techniques. Et c'est ça qui est intéressant dans un groupe, c'est de connaître nos compétences non techniques, c'est-à-dire de connaître ce que nous aimons faire. Alors donc la culture, c'est bien sûr la culture personnelle, mais c'est aussi posséder le sens de l'analyse critique et accepter que les autres aient le sens de l'analyse critique, c'est-à-dire qu'ils puissent, de façon intelligente, critiquer nos choix, nos idées, pour faire naître la créativité. Il ne peut pas y avoir de confrontation sans analyse critique. Évidemment, s'enrichir sans arrêt sur le plan philosophique. Attention, la philosophie, c'est la recherche de la réalité. Hein, c'est pas pelleter des nuages, comme diraient les Québécois. Et donc, plus on fait ça, il faut savoir aussi, sur le plan neurologique, on augmente nos connexions neuronales. Évidemment, les valeurs humanistes, ça veut dire qu'on est en train de créer une culture de référence. Et qu'on va, au travers de nos comportements, générer une énergie, une fréquence. En termes d'action, l'ambition altruiste, ça va nous permettre d'incarner une vision matérielle et émotionnelle. Si on n'incarne pas ça, alors que ce soit travailleur indépendant ou entreprise, aujourd'hui, je peux te dire qu'il y a même des plombiers qui ne fonctionnent pas. Parce que leur relation à l'autre est tellement pourrie qu'on les met de côté. Par contre, tu appelles un plombier qui a une super relation, tu attends 3 semaines parce que son carnet de rendez-vous est complet. Pareil avec les médecins, pareil avec les kinés. Les gens sont de plus en plus sensibles à cette relation, à cette émotion. Si on arrive à ça, on va faire s'éveiller. Là, on va provoquer de l'éveil au niveau de la population. C'est par ce comportement-là et c'est par cet éveil-là. Donc la culture, c'est voir, entendre, confronter, proposer, s'exprimer. Et il y a un mot qui est très très important, c'est de comprendre. Très souvent, des gens veulent nous transmettre leur savoir. Mais nous, ce qu'on a besoin, c'est qu'ils nous transmettent leur compréhension. On a besoin de comprendre les mêmes choses sous des angles différents pour pouvoir s'enrichir. Et c'est ça, moi, que j'aime, qui est passionnant, c'est de comprendre les choses sous des angles différents. Donc les valeurs, c'est vraiment dans la rencontre qu'on va pouvoir voir si les gens ont vraiment des valeurs ou s'ils en ont pas. C'est pas derrière un écran. On va avoir du mal à constituer des groupes en restant derrière des écrans. Hein.
Si on ne sort pas, si on ne se rencontre pas, l'écran nous coupe d'une part d'émotionnel. En fait, quand on a analysé pourquoi il y a des entreprises qui ont réussi, pourquoi il y a des gens qui réussissent comme ça spontanément, sans rien, pourquoi une ONG qui fait la même chose qu'une autre, il y en a une, pouf, elle rayonne, l'autre... Et on s'aperçoit qu'en fait, ce sont des facteurs humains identifiables. Maintenant qu'on les a identifiés, bah, il faut les travailler. Là, je vous ai fait le schéma. On part donc de valeur, culture, résultat. On va, en travaillant là-dessus, multiplier nos connexions. On va s'enrichir les uns des autres. OK? On va donc, vous allez voir ce qui se passe, c'est qu'il y a une évolution des comportements. On adhère, on s'engage. Ensuite, il y a une évolution des mentalités. C'est-à-dire, je sais pourquoi je le fais et mentalement, je suis prêt. C'est comme ça qu'on forme des groupes. Hein. On va provoquer des changements de paradigme. Il y a des gens qui vont être intrigués, qui vont venir vers nous. On doit dire, qu'est-ce que je peux faire pour toi? C'est là où on doit s'ouvrir. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Comment je peux t'aider? Cyrulnik le dit, à chaque guerre, il y a un changement de comportement sociétal. Et là, on est en plein dedans. On est en plein dedans. Quand on fait ça, c'est ce dont on parle, il va y avoir un phénomène de créativité. On va créer une nouvelle relation, on va créer un nouveau type de consommation. Et donc, de ce fait, les gens vont oser. On va les accompagner à oser. Et c'est à ce moment-là que ça bascule. C'est-à-dire qu'on va parfois oser des choses qui n'existent pas, qui sont complètement différentes. Merci. Merci.